À l'époque des révolutions, l'élection s'est imposée comme le seul instrument capable de redonner le pouvoir au peuple. Mais s'agit-il vraiment d'un outil démocratique? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. En Angleterre, à partir de 1711, il est nécessaire d'avoir un certain niveau de rente foncière pour se porter candidat aux élections législatives. Tout le monde est d'accord pour dire que la richesse de la nation ne doit pas être confiée à ceux qui n'en ont aucune. C'est aussi une manière de protéger les parlementaires contre la corruption. Puisqu'ils sont déjà riches, les députés ont moins de chances de se faire corrompre par des intérêts privés. En outre, seuls les propriétaires terriens détiennent un droit de vote. En France, le droit de suffrage est beaucoup plus large puisqu'environ 60% des hommes peuvent voter à partir de 1789, n'excluant que ceux qui ne payent pas d'impôts et, bien évidemment, les femmes. En revanche, jusqu'en 1791, les candidats doivent appartenir aux 1% les plus riches de la société afin de se porter candidat. Les choses sont un peu différentes aux États-Unis. L'éligibilité des électeurs est laissée à l'appréciation des États qui ont chacun leurs propres règles. Quant à l'éligibilité des candidats, les États ne s'entendent pas sur cette question et, au bout du compte, aucun critère n'est retenu dans la Constitution. Ainsi, n'importe quel citoyen américain peut se présenter aux élections. Lors des débats constitutionnels, les antifédéralistes trouvent cependant que ce système n'est pas assez républicain car il risque de conduire à un trop grand fossé entre les élus et les électeurs. Brutus, un célèbre antifédéraliste, disait ainsi « Le cours ordinaire des choses humaines fera que l'aristocratie naturelle du pays sera élue. La richesse donne toujours de l'influence et celle-ci est démultipliée par un vaste réseau de relations familiales. » Toujours selon Brutus, dans un régime idéal, les élus devraient ressembler le plus possible aux électeurs. Le terme même de représentant implique que la personne ou le corps choisi dans ce but doit ressembler à ceux qui les choisissent. Mais de l'autre côté, les fédéralistes assument le principe de distinction entre électeurs et élus. Wilson disait ainsi « Si l'on remonte à l'origine du terme, une aristocratie ne signifie ni plus ni moins qu'un gouvernement exercé par les meilleurs. Si c'est là ce qu'on entend par aristocratie naturelle, que peut-on objecter au fait de recourir à des hommes particulièrement remarqués pour leurs vertus et leurs talents ?» On voit donc que la mise en place de l'élection s'accompagne d'une distinction très nette entre élus et électeurs, que ce soit par des critères d'éligibilité comme en France ou en Angleterre, ou par la certitude selon laquelle les électeurs vont choisir des individus supérieurs comme aux États-Unis. Cette distinction est le fondement du caractère aristocratique de l'élection et s'explique par 4 composantes. Premièrement, lors d'une élection, les électeurs jugent les candidats selon certains critères qu'ils estiment pertinents. Par exemple, l'expérience, les idées, la notoriété, le physique, l'éloquence, etc. Certains de ces critères peuvent être considérés comme méritocratiques, c'est-à-dire dépendre des efforts des candidats, mais la plupart sont inhérents à la personne, souvent liés à la loterie génétique et au milieu social. Ainsi, il n'y a pas de stricte égalité des chances entre les candidats. Pour schématiser, l'élection ressemble davantage à un concours de beauté qu'à un examen académique. Les programmes politiques ne jouent qu'un rôle de second plan car ils n'ont pas de nature contraignante. L'élection est toujours une affaire de personne. Deuxièmement, seuls les candidats qui estiment posséder un attribut les distinguant suffisamment des autres pour remporter l'élection vont se présenter. Ainsi, il y a une forme d'autocensure qui dissuade les citoyens sans particularité notable de se porter candidat. Et au bout du compte, les électeurs ne peuvent plus choisir que parmi des gens qui se considèrent déjà comme faisant partie d'une élite. Troisièmement, selon le principe psychologique de science, les individus accordent davantage d'importance à une personne qui se distingue de la masse. Cela pousse donc les électeurs à voter pour des personnes qui ne leur ressemblent pas. Quatrièmement, les campagnes électorales peuvent atténuer la science en rendant populaires des individus sans particularité, mais ces campagnes coûtent très cher et favorisent donc une autre forme d'élite, à savoir les candidats les plus fortunés ou les mieux entourés. Sauf si les campagnes sont intégralement financées par l'État, ce qui est cependant très rare en pratique. L'élection est aristocratique en ce qu'elle permet aux électeurs de choisir ceux qu'ils considèrent comme les meilleurs. Toutefois, il serait imprudent de penser qu'elle n'est que aristocratique. L'élection est aussi démocratique, car le droit de vote est équitablement réparti au sein de la population et les gouvernés sont libres de choisir leurs gouvernants. Elle est à la fois aristocratique et démocratique. C'est probablement grâce à ce compromis entre intérêt du peuple et intérêt de l'élite qu'elle est devenue incontournable dans nos régimes politiques modernes. Êtes-vous d'accord avec cette analyse ? Je vous invite à exprimer votre point de vue. À bientôt pour de nouvelles curiosités démocratiques.